Tu penses connaître la vitesse de la lumière, presque 300 000 km par seconde, un chiffre qu'on t'a donné un jour, quelque part entre un cours de physique et un documentaire un dimanche soir. Tu l'as accepté, tu l'as rangé, la chose la plus rapide qui soit. Point final. Mais voilà la vraie question, celle que personne ne pose vraiment. Pourquoi? Pourquoi est-ce la limite? Pourquoi pas le double? Pourquoi pas 1000 fois plus vite? Qu'est-ce qui t'en empêche, toi, en ce moment précis, d'aller plus vite que la lumière? La plupart des gens haussent les épaules. Einstein l'a dit, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais cette réponse n'est pas une réponse, c'est une capitulation. Parce que si tu creuses vraiment, si tu refuses de te contenter du chiffre et que tu cherches la raison, tu tombes sur quelque chose d'une profondeur absolue, quelque chose qui va bien au-delà de la physique, quelque chose qui touche à la structure même de ce que sont l'espace, le temps et la réalité dans laquelle tu vis. La vitesse de la lumière n'est pas une vitesse, pas seulement une vitesse du moins, c'est la couture invisible qui maintient le tissu de l'univers en un seul morceau. C'est la règle fondamentale du jeu. Retire-la et tout s'effondre. La cause précède l'effet, les horloges deviennent absurdes, la matière n'a plus de sens. Laisse-moi te montrer ce que je veux dire. Commence par quelque chose de simple, une pomme qui tombe. Tu lâches un objet, il tombe. En une seconde, il a parcouru à peu près 5 mètres vers le sol. C'est la gravité terrestre, rien de mystérieux là-dedans. Tu l'as vu 1000 fois. Maintenant, réfléchis bien. La Lune est à environ 380 000 kilomètres de la Terre. Elle tourne autour de nous depuis des milliards d'années sans jamais tomber, sans jamais s'échapper. Comment est-ce possible? La réponse qu'on donne souvent, c'est que la Lune est en orbite. Comme si ce mot expliquait quoi que ce soit. Une orbite, c'est quoi exactement? C'est une chute permanente qui rate sa cible. La Lune tombe vers la Terre, constamment, en ce moment même. Mais elle se déplace aussi latéralement, assez vite pour que sa trajectoire suive la courbure de la Terre. Elle tombe, mais la Terre se dérobe sous elle. Alors elle tombe encore, et encore, et encore, pour toujours. C'est ça, une orbite, une chute infinie qui ne touche jamais le fond. Isaac Newton, au XVIIe siècle, a posé une question que personne avant lui n'avait osé formuler aussi clairement. Est-ce que la force qui fait tomber cette pomme est la même que la force qui maintient la Lune sur son orbite? La question paraît évidente aujourd'hui. À l'époque, c'était révolutionnaire. Le ciel et la terre obéissaient à des lois différentes, pensait-on. Le monde d'en haut, parfait et immuable. Le monde d'en bas, corruptible et changeant. Newton a brisé cette frontière. Il a supposé que la gravité suivait une loi en carré inverse. La force diminue avec le carré de la distance. 2 fois plus loin, 4 fois moins fort. 10 fois plus loin, 100 fois moins fort. Alors il a fait le calcul. La Lune est environ 60 fois plus loin du centre de la Terre qu'un objet posé à sa surface. Si la gravité suit bien une loi en carré inverse, alors la force qui retient la Lune doit être 3600 fois plus faible que celle qui attire la pomme. Un objet au sol tombe de 5 mètres en une seconde. Divisé par 3600, ça donne environ 1,4 mm. La Lune devrait donc tomber de 1,4 mm vers la Terre à chaque seconde. Newton a vérifié. Il a calculé la distance parcourue par la Lune sur son orbite. Il a mesuré de combien elle dévie de la ligne droite qu'elle suivrait en l'absence de gravité. Résultat, 1,4 mm par seconde. Exactement. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une loi, une vraie loi. Pas une règle qui fonctionne à peu près, mais une règle qui fonctionne parfaitement à des milliers de kilomètres de distance pour un objet que Newton n'a jamais touché, jamais pesé, jamais approché. La même force, la même loi, partout. Et les marées, tu es au bord de l'océan. 2 fois par jour, l'eau monte. 2 fois par jour, elle descend. Tu sais que c'est la Lune. Mais comment, précisément? La réponse naïve. La Lune attire l'eau qui monte d'un côté de la Terre. Presque juste. Mais alors pourquoi y a-t-il 2 marées hautes par jour et non une seule? Si la Lune attire l'eau d'un côté, il devrait y avoir un renflement là où la Lune est au-dessus, et rien de l'autre côté. Sauf que Newton a compris quelque chose de subtil. La Lune n'attire pas la Terre de manière uniforme.
Le côté de la Terre le plus proche de la Lune est attiré plus fort que le centre, qui est lui-même attiré plus fort que le côté opposé. La Terre est étirée, légèrement, imperceptiblement, le long de l'axe Terre-Lune. L'eau, plus fluide que la roche, répond à cet étirement. Elle forme deux renflements, un du côté de la Lune et un du côté opposé, là où la gravité lunaire est la plus faible et où la Terre, pour ainsi dire, s'échappe légèrement de son propre océan. Deux renflements, deux marées hautes par jour pendant que la Terre tourne sous eux. La même loi, la même force. Appliquée avec cohérence, elle explique tout, des marées aux orbites des planètes, des satellites artificiels aux trajectoires des comètes. Newton avait mis la main sur quelque chose d'universel. Et c'est précisément cette confiance dans la loi de Newton, cette certitude qu'elle s'applique partout, sans exception, qui a permis une des plus grandes découvertes de l'histoire des sciences. Nous sommes à la fin du XVIIe siècle. L'astronome danois Ole Rømer observe les lunes de Jupiter depuis Paris. Jupiter a 4 grandes lunes, découvertes par Galilée quelques décennies plus tôt. Elles orbitent autour de Jupiter avec une régularité parfaite, ou du moins c'est ce qu'on pensait. Rømer remarque quelque chose d'étrange. Les éclipses de Io, la lune la plus proche de Jupiter, ne se produisent pas toujours au moment prévu. Quand la Terre se trouve du même côté du Soleil que Jupiter, les éclipses sont légèrement en avance sur les prédictions. Quand la Terre est du côté opposé du Soleil, à sa plus grande distance de Jupiter, les éclipses ont environ 8 minutes de retard. Rømer pose une hypothèse audacieuse. Ce n'est pas Io qui est en avance ou en retard. C'est la lumière qui met du temps à parcourir la distance supplémentaire entre Jupiter et la Terre quand les deux planètes sont aux antipodes de leur orbite respective. Si la Terre est plus loin de Jupiter de la largeur de l'orbite terrestre, environ 300 millions de kilomètres, et que les éclipses arrivent avec 8 minutes de retard, alors la lumière parcourt 300 millions de kilomètres en 8 minutes, soit environ 300 000 kilomètres par seconde. Pour la première fois dans l'histoire, un être humain venait de mesurer la vitesse de la lumière. Pense à ce que Rømer a fait. Il n'avait pas de laser, pas de chronomètre de précision, pas de technologie moderne. Il avait une lunette astronomique, une plume et une confiance absolue dans les lois de Newton, des lois qui lui disaient que les orbites devaient être parfaitement régulières, ce qui lui permettait de détecter le moindre écart. C'est la beauté de la science. Une loi bien comprise devient un instrument de mesure. La précision d'une loi révèle les anomalies, et les anomalies révèlent de nouvelles lois, une avalanche. Mais voilà où les choses deviennent vraiment étranges. 2 siècles après Rømer, on sait mesurer la vitesse de la lumière avec une précision remarquable. Et on remarque quelque chose d'absolument bizarre. Imagine un train qui roule à 80 km par heure. Tu marches à l'intérieur du train dans la direction du mouvement à 5 km par heure. Un observateur sur le quai te voit avancer à 85 km par heure. Addition simple. Ça marche depuis que l'humanité s'est mise à compter. Maintenant, allume une lampe torche à l'avant de ce train. La lumière part à 300 000 km par seconde par rapport à la lampe. La lampe est à bord d'un train qui roule à, disons, la moitié de la vitesse de la lumière. Alors l'observateur sur le quai devrait voir la lumière partir à 300 000 plus 150 000 km par seconde, soit 450 000 km par seconde. Non, il mesure 300 000 km par seconde. Bon, peut-être que le train allait dans la mauvaise direction. Allume la lampe dans le sens contraire du mouvement. La lumière doit donc aller plus lentement pour l'observateur fixe. Non, toujours 300 000 km par seconde. Et si tu vas encore plus vite, si ton train file à 99% de la vitesse de la lumière, si tu allumes ta lampe, la lumière doit partir à presque 0 par rapport à l'observateur immobile. Il doit la voir à peine bouger. Non, toujours 300 000 km par seconde, toujours. La même vitesse, peu importe d'où tu la mesures, peu importe si tu cours vers elle ou tu t'en éloignes, peu importe si la source est en mouvement ou immobile. La lumière arrive toujours à la même vitesse. C'est absurde. C'est contre tout ce que l'intuition commande.
C'est une violation flagrante de l'arithmétique la plus basique. Et pourtant, c'est ce que les expériences montrent, inlassablement, invariablement, sans la moindre exception. Pourquoi? Einstein a compris ce qui se passait, et c'est si étrange, si radicalement différent de notre intuition quotidienne que même aujourd'hui, après l'avoir expliqué des milliers de fois, ça continue de faire un effet particulier chaque fois qu'on y pense vraiment. Si la vitesse de la lumière est toujours la même pour tout le monde, alors c'est le reste qui doit changer. Voici l'idée. La vitesse, c'est une distance divisée par un temps. Si la vitesse reste constante mais que la source se déplace, quelque chose dans l'équation doit se modifier pour compenser. Soit la distance, soit le temps. Einstein a dit les deux. Le temps ralentit, pas métaphoriquement, pas on a l'impression que le temps passe différemment. Non, le temps lui-même, les secondes, les battements du cœur, la désintégration des atomes, la durée de vie des particules ralentit réellement quand on se déplace vite et l'espace se contracte. Un objet en mouvement rapide est plus court dans la direction de son mouvement qu'il ne l'est au repos, pas à cause d'une force qui l'écrase, à cause de la structure même de l'espace-temps. Ces deux distorsions, temps qui ralentit, espace qui se contracte, ont exactement la bonne magnitude pour maintenir la vitesse de la lumière constante pour tous les observateurs. C'est une cohérence parfaite, un équilibre élégant. Le temps ralentit, l'espace se contracte et la lumière voyage toujours à la même vitesse. C'est la relativité restreinte d'Einstein, publiée en 1905. Non pas une spéculation philosophique, non pas une métaphore, une théorie mathématique précise dont on peut calculer exactement de combien le temps ralentit et l'espace se contracte à n'importe quelle vitesse donnée. Mais alors, concrètement, pourquoi rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière? Voici la réponse physique, celle qui ferme la discussion. Pour accélérer un objet, il faut lui fournir de l'énergie. Plus l'objet est lourd, plus il a de masse, plus il est difficile à accélérer. C'est l'inertie. Tu le ressens quand tu pousses une voiture versus quand tu pousses une plume. Or, quand un objet se déplace vite, sa masse effective augmente, pas sa masse au repos, mais sa résistance à l'accélération. Plus il va vite, plus il est difficile d'aller encore plus vite. Quand tu approches de la vitesse de la lumière, cette résistance devient monstrueuse. Pour atteindre 90% de la vitesse de la lumière, il te faut déjà beaucoup plus d'énergie que l'intuition ne le suggère. Pour atteindre 99%, encore bien plus. Pour atteindre 99,999%, une quantité d'énergie proprement astronomique. Et pour atteindre exactement la vitesse de la lumière avec un objet qui a une masse, aussi petite soit-elle, il te faudrait une énergie infinie. Ce n'est pas une limite technique, ce n'est pas qu'on n'a pas encore assez de fusées, c'est une limite fondamentale gravée dans la structure des équations. Plus tu vas vite, plus il est difficile d'aller encore plus vite, et la résistance diverge vers l'infini exactement à la vitesse de la lumière. C'est pour ça que seule la lumière elle-même et les autres particules sans masse, comme les gluons ou les hypothétiques gravitons, peuvent voyager à cette vitesse. Elles n'ont pas de masse au repos. Pour elles, le problème ne se pose pas. Mais toi, moi, un électron, un proton, un vaisseau spatial, jamais. La barrière est absolue. Voilà où on arrive à la chose la plus profonde. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi la lumière voyage-t-elle à cette vitesse précise et pas à une autre? Pourquoi le temps ralentit-il plutôt que d'autres choses? Et voici la réponse qui va te frustrer. On ne sait pas. En physique, il arrive qu'on atteigne un mur, pas le mur de l'ignorance provisoire, le mur de la structure. Les lois les plus fondamentales de la nature ne se déduisent pas d'autre chose. Elles sont là, on les observe, on les mesure, on les formule avec précision. Mais demander pourquoi le temps se comporte ainsi, c'est un peu comme demander pourquoi les mathématiques sont cohérentes. La question n'a peut-être pas de réponse plus profonde. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est ce que C signifie, ce que la vitesse de la lumière représente dans l'architecture de l'univers. La vitesse de la lumière est un facteur de conversion. Elle convertit le temps en espace et l'espace en temps.
c'est le taux de change entre ces deux dimensions. Ce n'est pas une coïncidence que la constante apparaisse dans E, A, mc2, la formule qui convertit la masse en énergie. Partout où il faut relier deux grandeurs qui semblent différentes mais font en réalité partie du même tissu, C apparaît. L'espace et le temps ne sont pas deux choses séparées. Ils sont deux faces d'une seule réalité, l'espace-temps. Et C est le coefficient qui relie ces deux faces. Changer l'une, c'est changer l'autre. C'est pour ça que la vitesse de la lumière n'est pas seulement une vitesse. C'est la clé qui ouvre la structure profonde de ce que sont l'espace et le temps. Voici maintenant l'image qui change tout, celle qui, une fois vue, ne s'oublie pas. Dans l'univers, tout se déplace, pas seulement dans l'espace, dans le temps aussi. Imagine que tout mouvement, toute chose qui change, qui se déplace, qui existe dans le temps, possède une vitesse totale, une vitesse à travers l'espace-temps. Et cette vitesse totale est toujours la même pour tout le monde, exactement c. Toi, en ce moment, tu es peut-être assis immobile. Tu ne te déplaces pas dans l'espace, ou presque pas, mais tu avances dans le temps à grande allure. Tu vieillis, les secondes passent. Toute ta vitesse disponible dans l'espace-temps est consacrée au voyage dans le temps. Maintenant, imagine que tu commences à te déplacer dans l'espace, vite, très vite. Ta vitesse totale dans l'espace-temps reste c, mais maintenant une partie de cette vitesse est consacrée au déplacement spatial, ce qui veut dire qu'il en reste moins pour le temps. Tu voyages dans le temps moins vite. C'est la dilatation du temps. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un effet secondaire étrange. C'est la conséquence directe du fait que ta vitesse dans l'espace-temps est fixe et que tu la répartis différemment entre espace et temps selon ta vitesse spatiale. Plus tu vas vite dans l'espace, moins tu avances dans le temps. Et la limite extrême de ce mécanisme, un photon, une particule de lumière, voyage à c dans l'espace. Toute sa vitesse dans l'espace-temps est consacrée au déplacement spatial. Il n'en reste plus rien pour le temps. Du point de vue d'un photon, le temps ne s'écoule pas. Zéro. Le photon émis par une étoile distante de 1000 années-lumière et le photon qui frappe ta rétine ne sont pas deux instants séparés d'une même vie. Pour le photon, ces deux événements, l'émission et la réception, sont simultanés. Ils se produisent au même moment dans son référentiel, parce que le photon n'a pas de référentiel temporel. Il n'a que l'espace. Pense à ce que ça implique. La lumière qui vient du Soleil, 8 minutes pour atteindre la Terre, pour toi. Pour le photon, c'est instantané. La lumière qui vient d'une galaxie à 10 milliards d'années-lumière, 10 milliards d'années de voyage pour l'univers. Pour le photon, zéro. La lumière ne vieillit pas. Elle ne connaît pas le voyage. Elle est à la fois là-bas et ici, à la fois émise et reçue en un éclair éternel que nous, prisonniers du temps, découmons en une durée. Et tout ça n'est pas de la philosophie spéculative. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est mesuré. Dans les accélérateurs de particules, on propulse des protons à des vitesses proches de c. Et on observe exactement ce qu'Einstein prédit. Plus ils vont vite, plus il est difficile de les accélérer davantage. La résistance augmente, l'énergie nécessaire diverge. On ne peut pas les pousser au-delà. On a essayé, on essaie encore, on ne peut pas. Ton GPS sait où tu es avec une précision de quelques mètres. Pour y parvenir, il doit synchroniser des horloges à bord de satellites qui orbitent à plusieurs kilomètres par seconde. Et ces horloges, en raison de leur vitesse, tournent légèrement plus lentement que les horloges au sol. Si on ne corrigeait pas cet effet, l'erreur de position s'accumulerait de plusieurs kilomètres par jour. On corrige. On doit corriger, parce que la dilatation du temps est réelle. Les muons sont des particules subatomiques créées dans la haute atmosphère quand des rayons cosmiques percutent les molécules d'air. Ils se désintègrent en 1 microseconde, le temps de parcourir quelques centaines de mètres, sauf qu'ils sont créés à 15 km d'altitude et qu'on les détecte au sol. Comment est-ce possible? Ils devraient se désintégrer bien avant d'atteindre la surface. Ils voyagent à 99,9% de la vitesse de la lumière. Et à cette vitesse, leur temps interne s'écoule des dizaines de fois plus lentement que le nôtre.
Pour eux, la traversée de l'atmosphère ne dure qu'une fraction de microseconde. Pour nous, il parcourt 15 km, même durée de vie, même physique, mais le temps s'est distendu et nous les détectons, nous les comptons, nous les mesurons. Chaque muon qui atteint ton compteur Geiger est une preuve vivante, une preuve en mouvement de la relativité du temps. Ce n'est pas de la spéculation, c'est mesuré. Alors voilà où nous en sommes. Newton regarde une pomme tomber et comprend que la même force gouverne les pommes et les lunes, les marées et les comètes. Il donne à l'humanité une loi si précise, si fiable, qu'un siècle et demi plus tard, Rømer peut l'utiliser comme instrument de mesure pour calculer la vitesse de la lumière à partir des lunes de Jupiter. Et cette mesure révèle quelque chose de troublant. La lumière a une vitesse fixe, mesurable, finie. Pas infinie comme on le croyait. 2 siècles passent. Les physiciens accumulent des données. La lumière se comporte de manière absurde. Sa vitesse est la même pour tout le monde, peu importe le mouvement de la source ou de l'observateur. L'arithmétique ordinaire ne s'y applique pas. Einstein, en 1905, refuse de traiter cette anomalie comme une bizarrerie à ignorer. Il la place au centre. Il dit « si C est constant pour tout le monde, alors c'est tout le reste qui doit s'adapter, le temps, l'espace, la masse, l'énergie. » Et il construit une théorie cohérente, précise, testable. Des milliers d'expériences plus tard, chaque prédiction confirmée. La vitesse de la lumière n'est pas une vitesse parmi d'autres. C'est la constante qui relie l'espace au temps, la masse à l'énergie, la cause à l'effet. C'est la limite absolue de toute influence, de toute information, de toute causalité dans l'univers. Retire cette constante et l'univers n'a plus de structure, les événements n'ont plus d'ordre, le passé et le futur ne sont plus distincts. La réalité elle-même devient floue. C'est pour ça que la vitesse de la lumière n'est pas qu'un nombre. C'est la raison pour laquelle le présent suit le passé. C'est la raison pour laquelle les causes précèdent les effets. C'est la raison pour laquelle le temps a un sens. Pas juste une direction, mais un sens, une signification, une cohérence. C'est la clé et l'avalanche continue. Chaque fois qu'une nouvelle particule est découverte, qu'un nouveau phénomène est mesuré, qu'une nouvelle théorie est construite, elle doit respecter cette limite. Elle doit s'intégrer dans la structure que C impose à l'univers. La relativité générale, la théorie de la gravitation d'Einstein, publiée 10 ans après la relativité restreinte, respecte cette limite. La mécanique quantique la respecte. La physique des particules, la cosmologie, l'astrophysique, toutes ces disciplines, avec leurs langages différents, leurs équations différentes, leurs domaines d'application différents, toutes sont construites autour de cette même constante, une seule valeur, une seule contrainte, et elle tient tout ensemble. Alors la prochaine fois que quelqu'un te dit que la vitesse de la lumière est juste un nombre, non, ce n'est pas juste un nombre. C'est la signature de la structure de l'univers. C'est la preuve que l'espace et le temps sont une seule chose. C'est la raison pour laquelle tu peux te souvenir du passé, mais pas du futur. C'est la raison pour laquelle une cause peut produire un effet. C'est la raison pour laquelle il y a une réalité partagée, un univers commun dans lequel tu et moi pouvons nous parler, nous comprendre, nous retrouver. De Newton à Rømer, de Rømer à Einstein, d'Einstein aux milliers de physiciens qui ont testé, mesuré, affiné, confirmé. Une avalanche de découvertes, chacune appuyée sur la précédente, chacune plus profonde que la dernière. Et au centre de tout ça, une constante, toujours la même, pour tout le monde, partout. Pas le confort, pas la simplicité, la vérité.